Qu'est-ce qui fait qu'on se pose aujourd'hui cette question? D'abord, je pense qu'un débat en soi est toujours sain. Je ne m'inquiète jamais de l'existence d'un débat. Je crois que les débats font partie intégrante des sociétés démocratiques. Et en revanche, je crois que sur la question spécifique de ce sujet, de cette loi qui a été proposée récemment, malheureusement, il n'y a pas de débat. Il y a uniquement des récriminations, des slogans de chaque côté. Il n'y a pas de débat de fond sur la façon dont Israël souhaite allier légalement le fait d'être à la fois, comme on vient d'entendre de la part de la ministre de la Justice, à la fois un État-nation et un État démocratique, ce qui est le cas, entre parenthèses, de 27 des 28 membres de l'Union européenne, la Belgique étant un État binational. On ne se pose pas la question de savoir en Europe si on peut être à la fois un État-nation et un État démocratique. Pourquoi on se l'impose en Israël? On se l'impose en Israël parce qu'il y a une grande minorité arabe. Personnellement, je ne vois pas de contradiction entre les deux. Mais pourquoi on se pose la question aujourd'hui? Ça existe depuis 70 ans. Non, on ne se pose pas la question uniquement depuis aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous parlais de la raison pour laquelle la loi est devenue d'actualité récemment, il y a une raison pour cela. La raison est que depuis 20 ans, il y a ce que l'on appelle l'activisme juridique en Israël, le fait que la Cour suprême se soit attribué des pouvoirs qu'elle n'a pas dans la loi. Je vous explique le rapport. On parle de la loi qui a été proposée récemment, de la loi qui définit Israël comme État-nation du peuple juif. Je vous explique. Parce que l'activisme juridique de la Cour suprême depuis ces 20 dernières années est utilisé par de nombreuses organisations antisionistes pour faire démanteler toutes les lois et décisions gouvernementales qui ont trait à l'aspect juif de l'État d'Israël. Il y a à cela plusieurs exemples. Et le but de cette loi, c'est de donner une force constitutionnelle à la déclaration d'indépendance qui ne l'a pas depuis un arrêt de la Cour suprême de 1948 qui s'appelle Ziv contre Gouvernik, qui a déclaré à l'époque que la déclaration d'indépendance n'avait pas de valeur constitutionnelle. La plupart des pays européens que j'ai rappelés se définissent dans leur constitution comme des États-nations. C'est vrai de la majorité des pays de l'Union européenne. Leur constitution les définit comme un État-nation. Il ne s'agit pas de ce que moi je pense. Il s'agit de ce que pense le monde entier, c'est-à-dire la communauté internationale. Et puis même avant de parler de la communauté internationale, il s'agit bien de voir ce qu'est en train de dire le gouvernement israélien même au sein de la coalition de ses ministres qui disent à chaque plateau haut et fort qu'il s'agit d'une loi qui va en fait faire encore plus mal aux Israéliens qu'elle va faire du bien, qui est plus raciste qu'autre chose. Qui a dit cela? Qui a dit raciste? Tzipi Livni a dit ça. Elle a dit que la loi était raciste? Tzipi Livni a dit. Est-ce que Tzipi Livni a dit que cette loi était raciste? Elle n'a pas employé ce terme. Parce que vous l'avez employé. J'ai l'impression qu'on prend la direction aujourd'hui, justement, d'une cassure très nette entre les communautés en Israël, ce qui peut-être renforce la solution de ceux qui disent qu'il faut une séparation, finalement, deux États vraiment séparés. Je crois qu'il y a une confusion je crois qu'il y a là une confusion dans la mesure où il ne faut pas confondre les dérapages qui existent, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, et traduire ça de dire que c'est une tendance générale. Il y a des dérapages, oui, sur les réseaux sociaux, des deux côtés. Est-ce que cela signifie qu'il y a une radicalisation de la société dans son ensemble? Je ne pense pas. Ce sont deux phénomènes qu'il faut distinguer. Maintenant, il est vrai, on ne peut pas le nier, que avec l'échec de la tentative du processus d'Oslo et le fait qu'on ne parvient pas à arriver à une solution négociée, en particulier, et ça il faut bien le dire, parce que l'OLP refuse de transiger sur ce soi-disant droit au retour qui est incompatible, non, c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais que ça vous dérange, mais vous avez passé 35 ans de votre vie à perdre votre temps avec ce projet, mais je comprends, vous inquiétez tout même. Oui, mais je comprends que vous soyez frustré d'avoir gâché votre projet. La réalité, oui, mais eux ne veulent pas la paix avec vous. Mais vous avez tort. Oui, je sais que vous avez tort. Bien sûr, parce que Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, qui est de Tzfat, qui est du nord d'Israël, l'a déjà déclaré il y a encore quelques mois. Je n'ai pas l'intention de revenir à Tzfat. Et il a également dit qu'il n'avait pas le droit d'abandonner ce soi-disant droit au retour pour 5 millions de Palestiniens. Ça, c'est la phrase qu'il a rajoutée après que lui, en Israël. Mais non. Ah bon? Vous mais lui-même l'a dit. Mahmoud Abbas l'a déclaré. Mahmoud Abbas n'a jamais parlé du droit de retour. Vous mentez. Des Palestiniens comme Israël. Vous mentez. Non. C'est pour les raisons réelles. Alors, Mahmoud Abbas est le meilleur partenaire qu'Israël peut avoir. Je sais que vous fantasmez le débat. Je sais que dans vos fantasmes. conflit israélo-palestinien. C'est un débat sur l'identité de notre l'identité qui est liée au conflit, dans la mesure où du côté, bien entendu que c'est lié, tous les deux sont liés. Et je pense que quand vous parlez, je ne parle pas d'une radicalisation, mais je pense qu'effectivement, il y a, on peut le dire, effectivement, un certain
une certaine droitisation de la société israélienne. Et qui a contribué le plus à cela? C'est Mahmoud Abbas, c'est Abbas aujourd'hui, c'est Arafat hier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un accord de paix, ils le rejettent en disant on n'abandonnera jamais le droit au retour, on ne reconnaîtra jamais. Donc les Israéliens, contrairement à Bronstein, eux comprennent la réalité et savent qu'on s'est fait berner. Donc eux, effectivement, je n'ai pas rencontré, je n'ai aucune attention de rencontrer. Mais j'entends ces nuits tous les jours, et contrairement à vous qui habitez à Paris, moi je vis avec eux, je fais mes courses avec eux tous les vendredis, je vais chez eux et eux vont chez moi. Ça c'est là la véritable collaboration. C'est pas que ce que vous faites vous à Paris. C'est ça qui est important. Absolument. Et les organisations auxquelles vous participez à Paris, qui financent le conflit ici, c'est eux qui nous font des problèmes. C'est soi-disant ONG, ces ONG financées par les gouvernements américains des armes. Non, qui est en train de inciter à la haine, les organisations gouvernementales qui mettent de l'huile sur le feu. C'est par exemple ce que les cris de haine et de racisme qu'on trouve à Jérusalem contre les Arabes, à mort les Arabes, ne pas embaucher des Arabes, qu'on a l'incendie où on a mis le feu à une classe, à un institut qui est bilingue en fait, qui abrite pas le massacre à la hache de la synagogue de Jérusalem qui a eu lieu avant ces appels dont vous parlez, ça vous avez oblitéré cela. Qu'un soldat israélien, j'ai pas oublié Baruch Goldstein qui a tué 29 Palestiniens en train de par toute la société israélienne, contrairement à ce meurtre dont vous parlez qui a été encouragé dans le massacre. On n'est pas tous en même temps, si vous vous rappelez. Monsieur n'oubliez pas qu'un soldat israélien arabe, je musulman, c'est tout à son honneur. A perdu sa vie. C'est tout à son honneur. C'est pour ça qu'il a droit à la citoyenneté, à la seconde citoyenneté aujourd'hui, parce que les Druzes ne sont pas égaux aux Juifs, puisqu'ils ne sont pas Juifs. Donc par rapport à parce que la proposition de loi qui est menée aujourd'hui fait en sorte que tous ceux qui... Vous pouvez citer l'article dont vous parlez qui fait en sorte... Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Vous pouvez pas affirmer des choses sans les prouver. L'article numéro 9, écoutez, allez-y. Vous ne pouvez pas le nier. Non, je vous demande de citer l'article. Vous ne pouvez pas le nier. Vous n'avez pas l'article, vous non plus là-dessus. Moi, je l'avais sur moi. Et je l'ai lu dans votre studio arabe. Et quand je l'ai lu, vous savez ce qu'on m'avait dit, un collègue à vous? Vous savez, c'est pas le dernier texte. Ce texte-là va être ratifié. Est-ce que vous pouvez nous le lire? Alors, je vous dis, le texte dit que on va essayer. Il n'y a pas un seul texte pour le moment. Il n'y a pas d'autre projet. Il y a 4 textes. Monsieur Laval, c'est exactement que le terme d'égalité avec le reste des minorités n'existe pas dans la proposition de loi. Elle n'existe pas. Vous n'habitez pas là ici. Attendez, apparemment, c'est pas lui qui est à Paris. Vous avez dit qu'il y a plusieurs versions, donc je vous demande de citer. Il y a plusieurs versions. Dites-nous quel est l'article en question. Le maire d'Ashkelon, il y a à peine 3-4 jours, qui dit, il sort solennellement en disant, voilà, on ne veut pas qu'il y ait des Arabes qui viennent travailler ici. La réaction a été que le ministre Uri Ariel disait que c'est très bien ce qu'il dit. Vous avez une description très sélective de la réalité, parce que la majeure partie de la société israélienne l'a condamné. Donc vous êtes sélectif. C'est une triste réalité. Vous êtes sélectif. Bien sûr. D'ailleurs, le président Rivlin a aussi condamné, cette proposition de loi contre l'État-nation, alors que vous avez rien dit là-dessus. Alors même le président israélien n'est pas d'accord avec cette proposition de loi et vous pensez qu'elle est bien. Donc j'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion. Non, c'est parce que le président de l'État a donné son opinion et tout le monde doit s'aligner à son opinion. Alors le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec cette loi. Le président israélien n'est pas d'accord avec la loi. L'ex-président n'est pas d'accord avec la loi. Le conseiller juridique n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde doit être au sein de la coalition, je comprends pas la majorité n'est pas d'accord avec ça. Et vous pensez que c'est une bonne loi? Oui, je pense que c'est une bonne loi parce que j'ai le droit d'avoir ma propre opinion. C'est pas parce que Robert Rivlin et des fortes personnalités sont. Et la communauté internationale non plus. Vous parlez au nom de 7 milliards d'individus maintenant. La communauté internationale, vous pensez que ça les intéresse? En Russie, à Paris, aux États-Unis. Et vous pensez que la politique de l'autruche qui est menée par l'État d'Israël, c'est ça ce qui va arriver à Je pense que là, il y a un débat qui doit être mené. Vous voyez bien qu'il n'a pas lieu, puisque chacun lance des slogans. Et je pense que lorsque la déclaration... Quand on parle d'Ashkelon, c'est pas un slogan. Quand on parle de Jérusalem, l'attaque, c'est pas un slogan. Quand on parle de Bitoumia, que les gardes de frontières ont abattu 2 Palestiniens, c'est pas... Vous avez cité l'exemple du maire d'Ashkelon. Vous n'avez uniquement cité un ministre
qui ne l'a pas remis en cause, alors que la totalité quasiment de la classe politique l'a critiqué. Et cela, vous n'en parlez pas. Maintenant, pour revenir encore une fois... Là encore, le fait a été fait, hein. Ça a été dit pendant toute une journée. Ça a été condamné. Et ça a été condamné. Ce que je veux dire par là, c'est que la société... Écoutez, c'est pas les paroles dont on a besoin. On a besoin des faits. C'est pas les paroles de condamner ou de pas condamner. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les Arabes qui sont les femmes qui sont religieuses, qui portent un voile sur la tête, elles ont peur de partir en dehors de Jaffa. Elles ont peur de partir à Tel Aviv. Ah oui, bien sûr, elles ont peur. Elles ont peur de prendre le bus ou le tramway. Ah vraiment? Ah bien sûr. Est-ce qu'on les tranche avec des machettes comme dans la synagogue de Arnold la semaine dernière? Est-ce qu'elles sont menacées de se faire assassiner par des machettes? Quand vous avez quelqu'un comme Kahana qui parle des Arabes, quand on parle de faits, donnez-moi des faits. Je parle de faits. Le Bar Goldstein qui a massacré 28. Ça c'était il y a 20 ans, ça a été condamné complètement dans la société israélienne. Ça a été un cas. Excusez-moi, il y a eu un cas alors que, excusez-moi, vous voulez faire un deuxième cas? En 2005, ici à Jaffa, un garçon juif à l'église à Jaffa. Après le meurtre de la synagogue de Arnold la semaine dernière, après le meurtre de la synagogue de Arnold la semaine dernière, la société palestinienne a fêté cela en distribuant des friandises. En fêtant cela, c'est dans tous les médias palestiniens, c'est sur Facebook. Donc oui, vous avez un super partenaire qui s'appelle Mahmoud Abbas. Saisissez l'occasion. C'est le moment ou jamais. Assez de dire à chaque fois quand ça plaît au côté israélien que Abou Mazen n'est pas un partenaire, et puis après quand vous avez besoin de lui, il devient un partenaire. Parce que les gens que je suis en train de rappeler vous dérangent, et maintenant vous changez encore de sujet. Quand les tensions entre juifs et arabes en Israël, je ne parle pas d'Israéliens et de Palestiniens, et ça a commencé par le fait qu'un jeune Akfar Kana a été tué par la police. Et que c'est ça qui a créé le début des tensions intercommunautaires à l'intérieur de la société. C'est la seule raison. Moi, ce que je déplore, c'est cette comptabilité macabre. Et on va pas c'est pas une comptabilité. Non, c'est pas une comptabilité. Non, au massacre de la synagogue qui est parce qu'il y a une différence condamnable. Mais je ne fais pas une comptabilité. Il y a une différence entre tuer des gens à la machette. Comment faire pour arriver à la paix? Comment faire? C'est ça qu'il faut parler, il faut faire, non pas il faut parler. Il faut commencer par dire la vérité. C'est ça la condition. En tout cas, il y a du travail. Merci Octave Bronstein, merci Emmanuel Navon, merci Amir Badran. Suite du Grand Direct dans un instant. Merci à vous.